Bon, maintenant j'aimerais qu'on parle vraiment de la basse, de l'instrument. De la Alors déjà, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu as comme instrument là? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une basse 5 cordes typée jazz bass. C'est une lutherie japonaise, donc Atelier Z. Pas très connu pour l'instant, D'accord. mais ça va arriver. Ouais, Et l'accordage, on est en 6000 à Ré-Sol. d'accord. Et assez péchu, donc beaucoup pour tout ce qui est funk, gospel, pop. D'accord. Et assez polyvalente, donc voilà, 5 cordes, moi en tout cas c'est C'est ta guitare. ça. C'est ton son en ce moment. Là c'est celle-là. Alors, est-ce que pour les gens qui s'y connaissent pas trop, qui par exemple veulent choisir une basse, etc., est-ce que tu peux expliquer un peu, quand on dit jazz bass, qu'est-ce que ça veut dire, polyvalent, qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens y comprennent, voilà, comment mettre des mots concrets derrière, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple jazz bass, ça veut dire quoi en fait? Jazz bass, en fait ça va se reposer en fait sur la marque Fender D'accord. qui a lancé en fait les jazz bass. D'accord. Donc c'est vraiment un modèle qui a été vraiment mondialement réputé Ouais. pour son son, sa qualité. Ouais. Et du coup, les autres marques qui essayent de faire des basses aussi ont stéréotypé leur basse comme ça en jazz bass. Donc d'un point de vue esthétique, on va vite se référer au Fender. D'accord. Et en termes de son aussi, puisque généralement le jazz bass était souvent utilisé pour le jazz. Ouais. Et donc avec un son assez vintage, assez feutré. Et c'est un son que tout le monde recherche parce que Ça rappelle tout de suite quelque chose. Ouais. exactement. Ouais. Et au final, on arrive vite en fait à trouver sa place avec une jazz bass. D'accord. Ok. Alors j'aime bien ce que tu dis, en effet, c'est feutré, en effet, donc, et vintage. Donc pour vous qui débutez en fait à la base, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qu'on acquiert au bout de quelques temps, c'est d'arriver à comprendre c'est quoi les différents types de sons à la base qu'on peut avoir. Le son jazz, c'est un son particulier, comme disait Élisée. Vous pouvez aussi avoir des sons un peu plus modernes, du gospel par exemple, de la pop, etc. C'est ça. Et quand Élisée disait polyvalence, c'est que parfois, avec une seule guitare, on a la capacité d'avoir ces différents sons-là. C'est ça. Donc lui, il a une guitare qu'il considère comme, en effet, comme polyvalente parce qu'on parlera des réglages après, c'est que ces réglages lui permettent de passer d'un son jazz à un son un peu plus gospel. C'est ça. Voilà. Et après, la notion de pêche, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi un son péchu en fait? Un son péchu, c'est, je dirais, c'est un son qui, tout de suite, en fait, au jouet, à la corde jouée, on va avoir une présence et un claquement au niveau des aigus qui fait que tout de suite, en fait, la basse va ressortir du mix et que, on va l'entendre en slap ou en jeu plat. Ouais. La basse va ressortir. Donc c'est ce côté péchu. Là. Ouais. Donc en effet, quand vous choisissez aussi votre basse, ça c'est aussi un des critères, c'est en effet de savoir si lorsque vous allez jouer, la basse va tout de suite ressortir, ou si vous voulez rester un peu plus en arrière, et donc là, un son en effet plutôt jazz peut être un peu plus approprié pour ce style de jeu-là. Alors après, moi, il y a une chose que j'ai mis du temps à comprendre, la différence entre une basse active et passive. Alors, après, j'ai fait des recherches, j'ai réussi à comprendre, mais très très rapidement, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux, voilà, pour quelqu'un qui débute? Alors, l'actif-passif, l'actif, déjà, c'est une basse qui contient une pile. D'accord. Ou deux. Des fois, c'est 9 volts, des fois, ça peut être 2 de 9 volts, donc 18 volts. Ok. Et en fait, ces piles-là vont alimenter un préamp qui va booster en fait le micro. D'accord. Donc en gros, en actif, on aura un son beaucoup plus gras, beaucoup plus lourd. D'accord. Et passif, sans pile. Donc on sera vraiment que sur les micros et rien d'autre. Et du coup, on va devoir jouer avec l'ampli et la basse. Que là, vraiment actif, on peut avoir vraiment ces réglages juste sur la basse. Oui. C'est ça qui diffère. Oui. Donc sur les passives, on aura moins de pêche. Aussi un point important, ouais. Aussi, ouais. Oui. Donc, mais on aura un jeu beaucoup plus léger, beaucoup plus en finesse, on va dire.
Et les actifs, ouais, il y a beaucoup plus de pêche. Quand vous voulez envoyer du gros son, partez sur de l'actif parce que même au niveau du mix, il n'y a pas photo. Ça se ressent tout de suite. Donc, pour notre ami commun qui aime bien les passives en mode jazz, faut passer en actif, s'il te plaît. Ok. Merci. Après, côté basse aussi, donc tu as parlé des micros. Ça, c'est vrai qu'aussi, quand on est débutant ou même après quelques années, on ne sait pas forcément faire la différence entre les micros, quel micro choisir. Toi, quand tu prends une nouvelle basse, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu regardes de manière particulière? C'est tu as tes micros aujourd'hui que tu sais qui correspondent à ton son. Et du coup, t'en as testé plusieurs et du coup, tu as trouvé les bonnes marques ou comment ça se passe? On va dire qu'avant d'arriver à cette basse-là, oui, il y a eu pas mal de basses qui sont passées à la maison. Ouais. Et à chaque fois, c'était de la recherche. Donc, il y a des micros simples, donc simple bobinage, donc qui sont assez fins. Oui. Il y en aura d'autres qui seront double bobinage, donc qui feront 2 fois cette taille-là. Et en fait, en fonction des micros, il y aura des sons plus ou moins ronds, plus ou moins clairs. Et des fois, on va retrouver des basses où il y aura un simple et un double. D'accord. Ou 2 doubles, ou 2 simples. Et au final, moi, à force de changer de basse, d'essayer des micros, là, j'ai pu trouver mon équilibre et trouver que moi, en tout cas, mon son, c'est 2 simples bobinages. D'accord, ok. Par contre, en actif sur la guitare pour pouvoir avoir cette polyvalence que tu évoquais tout à l'heure. Autre chose aussi qui peut être important, alors moi honnêtement je fais pas spécialement attention, mais je sais que ceux qui sont un peu plus avancés le font, c'est le choix des cordes aussi. Il y a différentes marques, etc. Et du coup ça joue sur quoi en fait la corde dans ton choix? La corde, elle va jouer sur pas mal de paramètres. Donc déjà il y aura le toucher. Donc en fait il y a des marques de cordes qui proposent des revêtements sur les cordes, où on aura les cordes qui glissent beaucoup plus et qui marquent moins en fait les comment dirais-je, les marqueurs. Derrière la corde est moins marquée en effet par le jeu en fait. Par le filet, c'est ça. D'accord. Et il y a d'autres marques où il y aura même des filets plats. D'accord. Donc on va vraiment rien ressentir. Ce sera vraiment un jeu assez comme je dirais un violon. D'accord. Ou contrebasse. C'est vraiment très feutré. Et il y a des cordes aussi qui marquent une brillance. Où là vraiment on aura un son qui claque beaucoup. Et notamment la fameuse marque Dunlop qu'utilise Marcus Miller. D'accord. Et forcément là quand il joue, paf. Tout de suite, on identifie le son. C'est clair. D'accord. Et moi, en fonction de ça, pareil, j'ai testé plusieurs cordes, plusieurs marques. Et moi, ce que je recommande, c'est Elixir ou Dunlop. D'accord, entre les deux, Parce qu'il y a une bonne longévité. Aussi. Et puis, c'est vrai que c'est un côté que nous on voit pas, mais Élisée joue beaucoup. Tu fais des concerts, tu joues avec plusieurs groupes, plusieurs artistes, et donc c'est vrai que lui il a un critère que nous on n'a pas. C'est nous on prend notre basse, une fois par semaine et on est content. Lui il doit jouer beaucoup plus que nous. Donc en fait quand on achète des cordes, il y a aussi le côté longévité, c'est-à-dire qu'il faut qu'un jeu de cordes puisse durer assez longtemps sans perdre ce son-là. C'est ça. Il y a certaines en effet types de cordes où d'acheter, donc au début elles sonnent bien, mais de quelques fois on perd le son, et donc là aussi c'est des tests. Après je pense que moi de tout ce que tu dis, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que faut que chacun recherche un peu ce qui lui convient, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout de suite comme ça à avoir la chose qui nous convient, que ce soit la basse, les cordes, les micros, etc. C'est vrai que ça fait quand même... faut se laisser du temps avant de trouver ce qui convient. Parce que sinon on se retrouve... on ne peut pas tout de suite savoir c'est quoi le son qui nous plaît, c'est quoi la guitare qui nous plaît. Ok. Voilà, alors moi la prochaine question que j'ai, c'est... demain, on te dit, Élisée, tu as budget illimité, tu dois choisir une nouvelle basse. Quels sont les critères que tu vas prendre en compte pour choisir une nouvelle guitare? Alors les critères, ce sera la cote de la basse.
Ça, c'est intéressant ça. J'aurais pas dit la cote, mais en premier, mais donc vas-y, explique-nous, c'est quoi la cote de la basse? Sa réputation, en fait, c'est les marques en fait, qui arrivent à se démarquer par une bonne lutherie. D'accord. Sur la longévité aussi, parce qu'il y a des basses qui, avec le temps, ne vont pas forcément s'améliorer. Alors qu'en vrai, c'est le but d'un instrument aussi, surtout en bois, c'est de s'améliorer avec le temps. D'accord. C'est plus elle vieillit, plus le son travaille et plus le son s'améliore. Ok. Et du coup, il y a ça. Il y a aussi le choix de la marque, évidemment, où forcément, je veux plutôt me tourner vers une assez bonne marque. Ouais. Et aussi, la polyvalence qu'elle peut aussi donner. Parce que c'est toujours bien aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est sûr, mais aussi d'avoir aussi une arme fatale qui elle, peut passe partout. C'est ça, on peut tout faire avec. On peut faire la guerre avec sans problème. D'accord, ok. Ouais, donc la côte, en effet, la marque. Est-ce que tu considères aussi des choses comme le poids Ça peut être un bon critère aussi pour ceux qui jouent debout. Parce que bon, il y en a beaucoup qui jouent assis aussi. Ouais. Mais c'est vrai que quand on joue debout, l'instrument, au bout d'un certain temps, ça commence à peser. Beaucoup même. Et c'est vrai qu'à l'ancienne, les luthiers ne faisaient pas forcément gaffe à ce critère-là. Et c'est pour ça que souvent, les anciennes basses sont vraiment des masses. Ouais. Et je sais que aujourd'hui, les luthiers travaillent totalement autrement le bois et ils recherchent à alléger le poids des basses. Ouais. Et c'est vrai que c'est un bon critère aussi de choix parce que la santé avant tout. Oui. Donc c'est vrai que moi, en effet, moi, le côté côte, j'avais jamais fait attention. Moi, mon critère premier, en effet, c'est le poids, parce que moi, j'aime pas un instrument, donc moi, j'ai plutôt une basse Ibanez qui est très 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 légère, et ça a toujours été mon critère premier. Et après, il y a, comme tu dis, la polyvalence, donc partir plutôt sur de l'actif, parce que c'est ce qui permet d'avoir le plus de polyvalence possible. Et après, moi, il y a un dernier aspect aussi que j'ai vu sur des vidéos qui peuvent être intéressantes, c'est j'ai vu une vidéo de Michael Tobias qui fait les MTD, qui sont des basses très célèbres, et il disait, pour lui, en fait, une basse, même sans être sonorisée ou branchée sur un ampli, elle doit bien sonner. Donc, quand vous la prenez même en son naturel et que vous la jouez, même le son de l'instrument sans rien du tout, ça doit vous plaire. Donc c'est vrai que quand vous prenez une basse et que vous jouez et que vous aimez le son, en général ça veut dire qu'après ça devrait être aussi bien. Alors que moi au début honnêtement je faisais pas forcément attention, je me disais je vais brancher la basse et puis après on verra plus tard comment régler le son, donc je me faisais pas attention au son naturel de l'instrument. Et après c'est vrai que comme tu dis, pour ça moi je sais pas encore comment ça fonctionne, mais avec le temps en effet de s'assurer que la basse quand vous l'aurez dans 10 ans, dans 15 ans, t'es venu dernièrement avec une guitare qui a 18 ans d'âge et c'est vrai que ça sonne toujours bien toutes ces années, donc c'est des critères qui sont importants. Après, moi j'ai écrit un article sur le site et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est combien de basses il te faut? Alors combien t'en as déjà? On va commencer par ça, t'en as combien? Alors là, pour l'instant, j'en ai 4. Ouais, vous avez remarqué, c'est le pour l'instant. Hein. Oui. On n'est jamais satisfait et on cherche toujours à trouver la bonne affaire, l'instrument qui va avoir ce plus. Ouais. Donc, on a 4 pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai 4 et principalement des 5 cordes. Ouais. Mais je sais que tant que le budget est là... Vous voyez, il pourrait en avoir 10 si ça passe côté budget, il n'y a pas de souci. Après moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est pour quelqu'un, toi c'est vrai que tu joues beaucoup, etc. Donc ça peut se comprendre, mais pour quelqu'un qui est plutôt dans l'optique de jouer le dimanche à l'église, etc. Pour toi, une basse, ça suffit ou il faut peut-être en avoir 2 en fonction? Qu'est-ce que tu pourrais recommander? Moi, ce que je recommanderais, c'est d'avoir minimum 2 basses. Parce que
on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir de la casse. Sur scène où la basse elle tombe, c'est déjà arrivé, le manche mort. Donc, c'est aussi important aussi d'avoir 2 basses dans le sens où ne pas avoir le même son, donc ne pas être figé, d'avoir les œillères et de se dire ça y est, j'ai un son, c'est mon son et je reste là-dessus. Et le fait d'avoir en fait 2 basses différentes, ça peut aussi permettre de plus rechercher, de plus toujours être à trouver un équilibre et aussi la longévité de l'instrument parce que forcément on en a 2 donc ça varie et on l'abîme moins. Donc, comme elle joue moins en effet, elle dure plus longtemps. C'est ça. Après, c'est vrai, dans ce que tu évoques, alors j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est quand même un point important, c'est un peu la recherche musicale que tu évoques. C'est vrai qu'il y a un travail à faire d'oreille pour savoir connaître un peu les sons, les différents styles, etc. Et ça, le fait d'avoir des guitares un peu différentes, en fait, ça peut forcer à aller dans cette recherche-là. Ce qui n'est pas évident quand on débute, parce qu'honnêtement, quand quelqu'un va vous dire sors-moi un son plus jazz ou un peu plus gospel, on va en parler après, mais c'est vrai qu'au début, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai invité Élisée, parce que je voudrais qu'il nous mette des mots très concrets sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut aller toucher sur la guitare, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Ok, donc au moins 2 guitares pour pouvoir avoir cette complémentarité-là. Après, quand on est bassiste, on n'a pas que la basse comme instrument, il faut aussi s'équiper de matos. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en plus que uniquement sa simple guitare qu'on est parti acheter Il n'y a pas que ça dans le budget à prévoir. Donc là, il faut faire la liste des courses. Il faut faire la liste. Alors, il faut quoi d'autre ? Moi, je dirais premièrement, il faut un accordeur. D'accord. Parce que c'est la base, surtout pour un instrument qui est assez grave. Bien être accordé parce que tout de suite ça peut porter à défaut. Après, je dirais que la seconde chose à avoir, c'est un ampli. Parce que là aussi, toujours dans la recherche d'un bon son, d'un bon équilibre, il faut pouvoir aussi savoir se régler sur un ampli. Donc en avoir un à la maison, c'est bien, même s'il n'est pas puissant. Mais au moins de déjà voir comment... apprendre à jouer avec un ampli. C'est ça. Après, bon, une fois qu'on a ça, on peut commencer à chercher, voir les effets qui peuvent être intéressants sur des basses. Moi, j'ai pas beaucoup d'effets. J'utilise notamment Octaver, Reverb, Fuzz, donc, et un looper. Et le looper, on va dire que c'est plus un travail personnel parce que un looper sur scène ou en concert ou même en culte, on va pas forcément l'utiliser, très peu. Mais c'est vraiment à la maison où là on va pouvoir travailler en fait plusieurs aspects de la basse, donc ce qui est accompagnement, ce qui est solo, ce qui est improvisation. Et du coup le looper peut être intéressant de travailler avec à la maison. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Bon, je pense que ça c'est une idée, c'est une invitation qu'on lance à Élisée pour qu'il revienne et qu'on fasse une vidéo sur les effets, parce que là je pense qu'il a cité plein de choses où peut-être vous direz mais de quoi il parle, Octaver, Fuzz, Reverb, qu'est-ce que ça veut dire ? Honnêtement, tant qu'on les a pas entendus, on a du mal à savoir à quoi ça peut servir. Moi j'ai vu Élisée lors d'un culte faire une partie solo avec un Octaver. Et s'il fait une petite démonstration, vous verrez que c'est vraiment intéressant en termes de couleurs. Pareil sur la reverb, etc. Donc je pense qu'on en reparlera une prochaine fois avec un focus sur les effets, parce que là aussi c'est tout un monde. C'est tout un monde. On pourrait dire tellement de choses là-dessus. Ok, bon, donc on retient en tout cas accordeur, voilà, ampli. Je pense aussi que sur les amplis, ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est assez particulier, c'est que la guitare, elle a son son, et les amplis aussi ont leur propre son. Et donc parfois aussi, il faut cumuler les deux pour trouver le son qui fait. Et ça c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on n'a pas d'ampli à la maison. On ne sait pas ce qu'on va trouver dans la salle où on se trouve. Et là, il faut savoir
comment très rapidement, voilà, vous arrivez avant le culte, il y a un nouvel ampli, comment vous trouvez votre son, et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, vous n'avez pas une heure pour tester l'ampli, pour savoir ce que vous allez faire. Donc c'est vrai qu'en avoir un à la maison, ça vous permet au moins d'avoir des petits réflexes, de comprendre la logique. Ok. Bon, tout à l'heure, on a évoqué un peu les styles musicaux, donc ça m'intéresse. Mais peut-être avant de parler des styles musicaux, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais ce serait bien qu'on entende quand même la guitare. Qu'est-ce que ça vaut, cet Atelier Z qui n'est pas très 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 connu. Donc voilà, Élisée, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose, hein, voilà, là, je te prends un peu au dépourvu, une petite impro, un petit style, là, juste pour que les gens entendent, voilà, c'est quoi cette basse que, bon, perso, moi, c'est celle-ci que je préfère, hein, de toutes les guitares qui nous fait passer là, à l'église, là. C'est celle-ci voilà, qui envoie le plus. Voilà, donc, je le convainc de toujours venir avec celle-là, même s'il en a une nouvelle là. Mais voilà, tu peux nous jouer un petit truc là, juste pour voir ce que ça donne, le son. Atelier Z. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je pourrais jouer? Je pars en impro. En impro. Wow. Un peu d'accords, peut-être un peu de slap pour qu'on voit aussi. Ok. Alors. Vous trouvez qu'il s'est gouré? Moi, je trouvais que ça sonnait bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, voilà. Il vous reste un peu d'années avant d'arriver à ce truc. Hein. Voilà. Alors ça aussi, c'est quelque chose que... C'est un article que j'ai écrit sur le site. Hein. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'ai écrit un article qui s'appelle Côtoyer les professionnels. Et ça aussi, c'est un conseil en fait que je donne. C'est que quand vous côtoyez des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, ça vous donne aussi un peu d'inspiration pour savoir voilà, comment on peut jouer, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc si vous avez dans votre église, dans votre entourage, un bassiste, un musicien expérimenté, n'hésitez pas à aller le voir, à lui poser des questions, à jouer un peu avec lui, parce que derrière, en fait, ils vont vous faire découvrir des choses que honnêtement, hormis prendre des cours, et même parfois, même en prenant des cours, il y a des choses que vous connaîtrez jamais. Donc voilà, discuter avec eux, c'est vraiment utile. Les styles musicaux, ça c'est un point important. On a parlé de jazz, de gospel, de funk, de pop. Est-ce que quand toi, tu joues un chant jazz ou un chant gospel, c'est le même réglage de la guitare? Ou est-ce que tu changes? Je change. Et du coup, pour nous, voilà, bon, gospel, je pense que tout le monde sait ce que c'est, le jazz aussi. C'est quoi la différence de réglage que tu peux avoir dans ta guitare entre un son jazz et un son gospel, par exemple? Alors, un son jazz... va demander beaucoup de finesse, beaucoup de rondeur. Ouais. Et du coup, on va plus se taxer sur les basses. D'accord. Et moins sur les médiums. Ok. Et même en termes de position, jouer plus près du premier micro. Exactement. Où on aura un son beaucoup plus doux. Ouais. Une attaque beaucoup plus douce sur la corde. Ouais. Alors que le gospel demande de la lourdeur mais de la précision. Donc là, on va mettre beaucoup plus de middle.
en termes de réglage et d'aigus pour avoir quand même un son assez claquant. Car le gospel, sur certains passages, demande beaucoup de notes, beaucoup de phrasés, où là, il faut que ce phrasé-là sorte du mix. Et là, en termes de positionnement, plus focalisé sur le deuxième micro, car on aura un jeu beaucoup plus percutant sur la corde, et donc il va permettre aussi au mixte de la propulser. Guitare de sortir vraiment dans le mix. Exactement. D'accord. Donc ça aussi, c'est un point important, c'est d'arriver à comprendre aussi, maîtriser ces réglages par rapport au son qui est demandé. Donc voilà, si c'est du jazz, en effet, plus sur le premier micro. Si c'est du gospel, on va plutôt jouer soit sur les deux ou sur celui derrière pour vraiment en faire ressortir. Et ça, c'est un point important, c'est que parfois même, vous voyez, il y a des gens qui font des réinterprétations de chants, des artistes qui le prennent en version gospel, en version pop, électro, etc. Si vous êtes bassiste, en fonction du style, il faut aussi adapter pour coller en fait au style et pas forcément se dire, comme disait tout à l'heure Élisée, j'ai mon son, voilà, j'ai mon réglage, maintenant j'y touche plus, c'est comme ça, etc. Donc il faut aussi savoir en fait reconnaître les différents styles. Après, je pense qu'on verra si une prochaine fois on peut faire juste une vidéo pour vous prendre un chant et puis le faire en des variations un petit peu différentes pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, voilà, à la basse de changer son son. Après, moi, je vous invite à vraiment regarder. Il y a pas mal de vidéos qui se trouvent sur Internet qui expliquent comment régler une basse, etc. Donc là, on va pas le faire parce que je pense que ça serait un petit peu redondant, mais surtout, n'hésitez pas. Là, Élisée, lui, il a quatre potentiomètres qui le servent. Si on y vient rapidement, en fait, le premier, par exemple, ça sert à régler quoi? Alors, le premier, c'est le volume. Donc, ce sera mon volume général. Le deuxième, généralement, avec comme un petit clic au milieu, va nous servir de balance. Donc, la balance va gérer les micros. Donc, si je suis à fond en avant, je serai sur le premier micro. D'accord. À fond en arrière, le deuxième. Et au milieu, sur le clic, là, je serai sur les deux micros. Les deux ensemble. Ok, très bien. Ensuite, on a les médiums. Donc, ce qui va jouer généralement sur le milieu en fait, des micros. Où là, vraiment, on va pouvoir accentuer en fait, les cordes du milieu. Et après, on a les basses en bas. Un double split. Et les aigus au-dessus. Donc, qui vont jouer sur ces axes-là des micros. Voilà. Donc, et en général, les guitares, il y a des variations, mais les principes sont globalement les mêmes. Le volume, la balance, ou bien parfois il y a un potentiomètre pour chaque micro. Et ensuite, ça permet de régler basse, médium et aigu, voilà. Et puis après, je pense que tu as aussi des petits interrupteurs ici là, qui te servent. Les switches. Alors, généralement, il n'y en a qu'un par basse, où c'est le actif-passif. Voilà. Et moi, le deuxième me permet de changer de tonalité sur les médiums. Voilà, ça c'est. Mais ça, on vient là, on est plutôt dans la partie équalisation où parfois ça parle pas forcément à beaucoup de gens, mais globalement c'est pour changer la tonalité de l'instrument et surtout dans les médiums, comme disait Élisée, les cordes un petit peu du milieu, parfois on a envie d'accentuer ou de changer une zone de fréquence très particulière et donc là en fait ça lui sert à toujours dans cet esprit de la polyvalence là, de pouvoir changer et d'avoir tous les sons qui sont. C'est ça. Ok.